Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour notre webinaire d'Oasis Mobilisation pour cette nouvelle édition consacrée à la méthode du W, comment embarquer vos équipes dans le changement. Je suis ravi de vous accueillir. Je me présente, je suis David Destock. Je vais avoir le plaisir d'animer et de faciliter nos échanges, surtout avec nos deux experts ici présents qui vont se présenter en quelques secondes et à qui je laisserai la parole et avec lesquels j'interagirai tout au long de cette matinée. Peut-être avant de vous présenter David et Antoine, quelques modalités de fonctionnement entre nous tous. Nous sommes à peu près une centaine de connectés au moment où je vous parle. Tout au long des 45 minutes de ce webinaire, vous aurez l'occasion, rassurez-vous, d'interagir avec David et Antoine et aussi avec les autres participants. Pour ça, vous avez l'onglet chat dans lequel vous pourrez à la fois réagir, poser vos questions et puis ce sera aussi l'occasion parfois de répondre à certaines questions que nous serons amenés à vous poser. Sans plus attendre, je donne la parole peut-être à nos deux intervenants très rapidement. Peut-être d'abord David en quelques secondes, qui es-tu? Puis ensuite Antoine, si tu peux te présenter en quelques secondes. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis David Askenazi. Je suis directeur de projet chez Oasis Mobilisation et accessoirement ceinture noire en feedback. Donc à bon entendeur, salut. Et méfiez-vous parce que nous sommes deux David ce matin, David Destock et moi-même. Merci David. Antoine, qui es-tu? Puis peut-être Antoine, dans la foulée, si tu peux nous donner un petit peu la genèse de cette approche et de cette journée consacrée à la méthode du W, s'il te plaît. Bonjour à tous, je suis également Antoine Desmazeries, je suis également directeur de projet chez Oasis Mobilisation. Et donc, effectivement, je vais avoir le plaisir de commencer à vous expliquer ou à vous raconter un peu la genèse de cette histoire. Et donc, en fait, vous avez tous eu dans cette classe virtuelle à gérer des situations de changement de votre travail, j'en suis à peu près sûr. Il y a quelques années, nous avons eu David et moi-même, alors David Askenazi et moi-même, à gérer une situation de changement qui nous a vraiment profondément marqués. Et c'est ce que je vais vous raconter. Alors, nous étions tous les deux managers dans une entreprise de conseil. Et un jour, notre société rachète une autre société de conseil et décide de fusionner notre équipe avec celle de la société rachetée. Et justement, par rapport à cette histoire dont tu nous parles, David, est-ce que tu peux faire un lien, justement, nous dire un petit peu ce qui s'est passé très concrètement dans ce rapprochement? Je précise, on ne parle pas de notre cabinet d'aujourd'hui. Hein. Non, ce ne serait pas permis, David. Donc effectivement, donc on fusionne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je vous le donne dans le mille. On fait des groupes de travail. On a fait 2 groupes de travail où on a mixé des équipes des 2 cabinets et on leur a demandé de nous faire des propositions sur la façon dont on pourrait harmoniser nos méthodes d'intervention. Et écoutez, ça n'a pas été un succès. On a eu le premier groupe, c'est très simple, ils ont refusé de participer en disant on est contre cette fusion. Et le deuxième groupe, alors eux, ils ont fait énormément de propositions, mais totalement hors sol et déconnectés des objectifs du projet. Alors, on était très ennuyés. Mais alors justement, donc on voit là les limites du participatif, comme quoi ça peut vous prendre à contre-pied. Est-ce que justement tu peux nous éclairer un petit peu sur cette situation et en quoi ça vous a inspiré cette nouvelle méthode dont on va parler tout à l'heure? Écoute, David, il faut bien imaginer notre situation à ce moment-là. On a voulu faire du participatif et on est dans une impasse. Et on se demande si on a bien fait d'essayer d'associer les équipes dans ce changement. D'autant plus que, tu l'imagines, notre direction attend des résultats rapides de cette fusion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe en mode directif. Alors, résultat, la fusion s'est faite, bien sûr, mais on a mis vraiment du temps à faire travailler les équipes ensemble. Et 6 mois plus tard, on avait environ 30% des consultants qui étaient partis. Comme souvent dans les fusions de cabinets de conseil. Et avec David, ça nous a vraiment interloqués. On s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une manière plus efficace pour réussir à embarquer les équipes dans le changement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé sous un angle nouveau les principales missions d'accompagnement du changement que nous avions réalisées, Antoine et moi. Et on les a regardées, on les a observées sous l'angle du manager, pas du consultant. C'est-à-dire qu'on a cherché les raisons pour lesquelles le manager réussit ou pas à embarquer ses équipes dans le changement. Et on a trouvé des choses, et de cette expérience, donc on a tiré une démarche, une méthode, qu'on a d'ailleurs décrite de façon assez détaillée dans un livre.
Et avec cette méthode, on aide depuis un peu moins de 10 ans maintenant de nombreuses générations de managers opérationnels à réussir des choses. Et c'est cette méthode qu'on voudrait partager avec vous ce matin. Se raconter aussi des expériences de changement. Comme vous l'a dit David tout à l'heure, donc David Destock, vous pouvez communiquer avec nous par le chat. Bien sûr, on ne pourra pas rentrer dans le détail de toutes vos situations individuelles. Donc, n'hésitez pas à l'issue de cette conférence de reprendre contact avec nous pour, si vous souhaitez approfondir des échanges ensemble. Alors peut-être, avant de rentrer dans l'explication de l'approche et de la méthode, ce que je vous propose avec tous nos participants qui sont, au moment où on se parle, à peu près 120 connectés, c'est peut-être de commencer par une première question qu'on aimerait poser à tous nos participants, si vous en êtes d'accord, Antoine et David. Là, ce que je vais demander, c'est à tous les participants de répondre dans l'onglet de chat à cette simple question. À quel mot, finalement, pensez-vous quand on parle conduite du changement? Donc, avec l'anecdote dont nous ont parlé Antoine et David, finalement, à quoi vous fait penser? De quoi parlons-nous quand on parle de conduite du changement? En quelques mots, en quelques idées forces, en quelques idées reçues. Donc, voilà, ce que ça vous inspire en quelques mots. Donc, je crois qu'on commence à avoir des réponses. Et puis, dans la foulée, ce serait intéressant, Antoine et David, de réagir en nous disant, vous, sur le terrain, ce que vous avez pu constater en miroir par rapport à cette perception de la conduite du changement. Et notamment des difficultés, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez accès, David et Antoine, comme moi, au chat en direct, hein, mais je vois qu'on a les premières réactions. Hein. Ouais, c'est intéressant. Ça défile. Donner du sens, accompagnement, théorie, résistance, frein. Pourquoi? Pourquoi? Bonne question. Donc là, on prend encore quelques secondes. Hein, on voit que tout le monde nous poste. Alors, s'il y avait quand même un nuage de mots, finalement, qu'est-ce qui ressortirait en quelques idées forces? On voit la notion de méthodologie, de rapidité, mais on voit aussi des notions liées à la relation, hein, à la crainte, au sens. Ouais, pipotron, voilà. Alors, pipotron, oui, effectivement, c'est intéressant. On en parlera peut-être tout à l'heure pour certaines approches qui, quelque part, peut-être nous pipotent sur la conduite du changement. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Merci à toutes et à celles et à ceux qui nous ont répondu sur à quel mot cela vous fait penser. Peut-être pour commencer, avant de décrire la méthode en détail en quelques minutes, David, finalement, quand vous avez entrepris cette méthode et cette démarche, quels ont été à tous les deux les freins principaux au changement que vous avez constatés? Oui, d'ailleurs, avec Antoine, c'est la première chose qu'on a regardée. C'est-à-dire qu'on a commencé par, on s'est dit, il faut qu'on fasse une liste des freins les plus couramment constatés. Et on en a identifié 9 que vous avez là sur votre écran. On va les passer rapidement en revue, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si je commence à 13 heures, donc premier frein, blocage qu'on entend, je n'ai pas compris. On me demande de changer, mais je n'ai pas compris ce qu'on me demande. Je n'ai pas confiance. Je ne sais pas comment faire. Je n'aurai pas les moyens de bien faire mon métier. Je vais me retrouver en difficulté. Alors là, l'exemple type, c'est précisément une fusion, c'est-à-dire deux équipes fusionnent et une équipe va dire les gens avec qui on fusionne, ils vont nous saboter notre travail ou alors ils vont nous manger tout cru. On n'a pas confiance dans cette fusion. Autre frein, c'est inadapté, ce que vous me proposez. Ensuite, septième frein, ça ne m'intéresse pas. Alors, un exemple type, c'est la personne qui travaille sur Excel, qui s'est fait son super tableau avec des macros hyper sophistiqués, et c'est ça qui l'éclate en fait. Et on lui dit qu'elle va passer sur un ERP. Et ça ne l'intéresse pas du tout. Huitième frein, ce n'est pas pour faire ça que je suis là. Alors, il y a un exemple qui est extrêmement connu, hein, c'est le cas de France Télécom, hein, rappelez-vous, les techniciens qu'on veut faire passer commerciaux, et les techniciens disent, nous, on est rentrés chez France Télécom pour faire la technique. C'est ça qui nous a motivés quand on a été recrutés. Et puis, le dernier frein, ça me pose un problème personnel. Donc ça va être, par exemple, les horaires de travail changent et donc je ne pourrai plus chercher mes enfants à l'école. Ce qui est très intéressant quand vous observez ces freins, sur les 8 premiers, pour tous ces freins, en fait, les gens, ils vous parlent de leur métier. Ils vous disent, j'ai un problème avec ce changement parce que vous me demandez de modifier la façon dont je vais pratiquer mon métier. Et là, c'est très intéressant, on a un premier levier là, pour traiter les freins. Je n'en dis pas plus, on va y revenir tout à l'heure dans cette conférence. Exactement. Je crois que juste avant de passer à la suite, j'ai déjà des questions qui nous sont posées, mais on y reviendra tout à l'heure pour Cécile. On abordera le sujet de la courbe du deuil d'ici quelques minutes, notamment avec Antoine.
On vous parlera de ces approches. Et enfin, peut-être David et Antoine, je vois qu'il y a des remarques sur la conduite du changement, sur finalement quelle est la raison d'être ultime, ce que nous dit André Coupet sur ce changement aussi. Donc c'est en arrière-plan, bien évidemment, je pense. D'accord. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est par rapport à ces freins, justement, David, si on ne les traite pas, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous laisse découvrir hein, ce slide. Hein, le fait que vous allez avoir une grève ou de l'absentéisme ou des gaspillages ou des tensions, ça va dépendre de deux choses. D'abord, de l'intensité du changement que vous demandez aux gens, et puis bien évidemment de la culture de votre entreprise. Alors, bien évidemment, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a regardé aussi avec Antoine, et ce qui est extrêmement frappant, c'est que la très grande majorité des investissements en accompagnement du changement, en fait, sont faits dans la formation et la communication. Alors, c'est une bonne chose. Hein. Il faut former, il faut faire de la communication pour donner du sens. Hein, on l'a vu là dans le chat. Mais en réalité, est-ce que ça suffit? Et bien évidemment, non, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la conduite du changement, c'est un cocktail en réalité. Et la formation et voilà, vous voyez apparaître ce superbe. Donc c'est un faux cocktail, hein, vous ne pouvez pas y toucher, mais voilà. C'est un cocktail sans alcool hein, pour ce matin, bien évidemment, avec modération. Hein. Et la formation et la communication, c'est quoi? C'est un quart de l'accompagnement utile pour réussir un changement. Et le reste, c'est ce qu'on appelle chez Oasis le faire avec, c'est-à-dire travailler avec les gens. Et on n'est pas les seuls à le dire, il y a de nombreuses approches à ce sujet. Et précisément, on a regardé quelles étaient ces approches, qui sont les approches auxquelles sont en général formés les managers quand on les envoie dans des formations à la conduite du changement. Peut-être qu'on pourrait, Antoine, si tu en es d'accord, en regarder deux ou trois ensemble. Alors, juste en même temps, Antoine, par rapport à ces approches dont vous allez parler, donc Cécile nous posait la question de la courbe du deuil. Peut-être que tu peux nous éclairer sur cette première approche, cette approche un peu psychologique, émotionnelle, en quelques minutes. Alors, oui, David, face à un changement, ce que dit la courbe, effectivement, ce que disent les approches psychologiques et émotionnelles, et notamment la courbe du deuil, c'est que nous allons vivre des émotions. Et donc, alors, ça peut être bien sûr le déni, la colère, l'espoir. Et le boulot du manager, ça va être d'aller analyser les émotions de chacun pour trouver comment faire avancer ce chacun vers l'acceptation du changement, qui est en haut de la courbe. C'est un outil, effectivement, la courbe du deuil, c'est un outil typique de ces approches. La difficulté qu'on rencontre, nous, avec les managers, c'est que ça veut dire que le manager doit aller voir chaque membre de son équipe pour analyser ses émotions, en admettant que oui, qu'ils ne soient pas trop nombreux, que ce ne soit pas trop long, il n'est pas psy. Et c'est souvent une difficulté que les managers rencontrent, c'est n'étant pas psy, il a peur de faire des bêtises. On est d'accord. Donc là, on voit quand même ça. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut comprendre un petit peu le mécanisme émotionnel, les limites et contraintes, tu viens de nous en parler. On n'est pas forcément tous psychologues dans notre management au quotidien. Peut-être deuxième approche, si tu peux nous éclairer, Antoine, assez classique, hein, qui est peut-être plus politique cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si on est encore dans la politique, mais en tout cas, on est dans de l'analyse stratégique et de l'analyse très, très rationnelle. Ce que ça nous dit, c'est que pour faire changer les gens, pour les embarquer dans le changement, il faut changer leurs enjeux professionnels. Alors, on va prendre un exemple très simple. Si vous voulez que les gens collaborent ensemble, vous en faites un objectif, vous le mettez dans leur lettre d'objectif annuelle et vous en faites un critère de la prime variable de la fin d'année. Alors, c'est extrêmement efficace et pertinent. Mais ça, le petit problème, et limite évidente, c'est que ça nécessite de toucher aux politiques de l'entreprise. Et on ne va pas le faire à chaque changement, ça va être compliqué. Et le manager, à son niveau, en plus, souvent, il n'a pas de prise sur les politiques de l'entreprise. Bien sûr. Donc là, on voit à nouveau les avantages, mais on voit les limites assez rapidement. Je crois qu'il y a une troisième approche dont on aimerait parler, Antoine. En quelques mots, c'est tout ce qui touche un petit peu la prise en compte de ce qu'on appelle parfois les résistants, les pour, les contre. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette sociodynamique en quelques mots ?
Alors là, pour le coup, je pense qu'on est plutôt dans une approche qu'on peut qualifier de politique, dans la mesure où, effectivement, pour un projet donné, on va identifier des populations, des alliés, des opposants, des hésitants, des triangles d'or, des rebelles, des grognons. Et puis, on va agir différemment avec chacune de ces populations pour vendre le projet à l'ensemble. Alors, c'est tout à fait séduisant, et quand on présente ça à des managers, ça les intéresse beaucoup. Mais dans la pratique, c'est extrêmement difficile à faire. Bon, savoir qui est pour le projet, ça on le sait assez rapidement. En revanche, ceux qui sont contre, on va leur demander, mais c'est pas toujours évident. Ils vont pas forcément le dire. Et puis, le manager qui a un changement à mener, il n'a pas forcément ni le temps, ni l'esprit pour remplir sa carte de sociodynamique, sa carte des alliés. Et quand son sujet, c'est un, à qui j'en parle, et deux, dans quel ordre, et comment je fais pour animer ma réunion demain avec les équipes pour leur présenter le changement. On est d'accord, on voit aussi à la fois les avantages et les limites de cette troisième approche, très proche de la communication d'influence et du côté lobbyiste que devrait être le manager. Donc, on est d'accord, Antoine et David, ces trois approches, on est respectueux, on les connaît, on les utilise, mais avec beaucoup de modération, bien évidemment, puisque je vois des remarques sur le chat, c'est qu'effectivement, les managers ne sont pas tous des psys, néanmoins, des propositions d'utiliser avec bon usage, bon escient, ces courbes du deuil. Donc, on est d'accord, on les utilise. Peut-être, Antoine, David, moi, quand je vous écoute, sincèrement, je ne sais plus trop à quel sein me vouer. Concrètement, je fais comment, moi, en tant que manager, pour accompagner le changement? J'ai besoin d'outils concrets, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, ce qui est frappant chez les managers, c'est qu'ils savent toujours une chose. Et ce qu'ils savent, c'est que pour réussir à embarquer les équipes dans le changement, il va falloir devoir les faire participer au changement qui les concerne. Et ça, c'est la première clé, c'est le participatif. Il sait alors, pourquoi le manager le sait? Parce qu'il sait, comme vous et moi, que pour s'impliquer dans un projet, il a besoin de pouvoir y mettre sa patte. Et il comprend que c'est pareil pour ses équipes. La difficulté, c'est qu'au moment même où il se dit « je vais faire participer mes équipes », il se dit que ça va le mettre en risque. C'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore. On ne sait jamais ce qui va en sortir. Le manager va anticiper toutes sortes de risques. Et ces risques, vous les avez déjà sûrement rencontrés. Alors, allons-y. Peut-être découvrons deux clés et une première. Mais avant de commencer, peut-être en quelques secondes, est-ce qu'on peut poser la question à nos participants, Antoine, David? On a le temps là. Ah oui, mais moi je m'intéresse en plus. Alors, allons-y. Une première question qu'on aimerait vous poser, si vous pouvez utiliser le chat. Finalement, quels sont selon vous les principaux risques du participatif quand on veut embarquer les équipes? On voit que c'est un levier important, on y parlera, on va en parler d'ici quelques minutes. Allons-y. En quoi le collaboratif, l'implicatif, le participatif est à risque? Alors, risque de manipulation. Pour certains, il n'y a pas de risque à l'utiliser. Certains ne s'expriment pas. J'aime bien se faire balader. Voilà. Le temps, effectivement. Le côté dilutif, la dispersion, le consensus qui est impossible selon certains participants, le fait de perdre la décision finale. On voit qu'on peut partir dans toutes les directions. Donc, je pense que nos participants peuvent aussi en même temps regarder les réponses de leurs alter ego sur le chat. Alors là, ça répond, ça y va. Perte de vue l'objectif, aucun risque, si c'est une méthode de travail bien gérée. Donc, si je vous demande maintenant de réagir, effectivement, Antoine et David, par rapport à ces propositions de réponse sur en quoi y a-t-il un risque à faire du participatif, ce serait quoi finalement pour vous le bon dosage? Quelle serait la première règle ou la première clé en quelque sorte sur ce sujet-là? Alors, en fait, on va juste revenir d'abord sur les risques. On en a identifié trois, on les a classés dans trois grands risques, alors que vous avez cités évidemment. Le premier risque, de notre point de vue, c'est que les équipes ne proposent rien. On remonte un cahier de doléances, des actions hors sujet, des fausses bonnes idées. La deuxième catégorie de risques, on va dire, c'est que les équipes remontent des propositions inadaptées. Et elles ne sont pas faisables. C'est trop long, c'est trop cher, il faut refaire tout le SI de la boîte. Enfin, voilà. Et dans ces deux cas, le manager est en difficulté parce qu'il sait qu'il va devoir dire non à ces propositions inadaptées et il va gérer de la frustration alors même qu'il veut motiver les équipes en les faisant participer.
Et le troisième risque, mais tu as commencé à l'évoquer, c'est que ça prenne du temps. Du temps, personne n'en a. Et si on doit discuter avec tout le monde, organiser des réunions, des groupes de travail et non plus finir, comment est-ce qu'on va tenir le planning? Alors, malgré tous ces risques, le manager sait qu'il va quand même faire du participatif. Et son sujet, ça va être de trouver comment ouvrir la participation en évitant les pièges. Et pour cela, bien cibler sur quoi il va demander aux équipes de participer et trouver le bon équilibre entre descendant, cadrage, et participatif. Donc, on voit à quel point c'était une histoire de bon équilibre et que le participatif est bel et bien une première clé à utiliser avec un bon dosage, si je te comprends bien, Antoine. Peut-être, David, dans la foulée, s'il y avait une deuxième clé en complément du vrai participatif, il y a un autre vrai dans l'histoire. C'est quoi cet autre vrai? Oui. Eh ben, souvenez-vous, les freins du début de cette matinée, c'est le métier. On a vu la première clé, quand on fait bien faire du participatif. La deuxième clé, c'est bien évidemment, c'est le métier. Si vous faites travailler les gens sur leur métier, d'abord, ça va les rassurer parce que d'abord, ils connaissent mieux leur métier souvent que leur manager, qui est pris par du reporting, qui est éloigné du terrain. Les études montrent d'ailleurs que les managers sont de plus en plus éloignés du terrain. En travaillant sur le métier, les équipes vont pouvoir faire des propositions concrètes et donc se projeter dans le changement et donc se l'approprier. Et puis, elles vont réaliser qu'elles disposent de marge de manœuvre. On entend souvent, oui, ce projet, tout est ficelé. Que nenni. On en trouve toujours des marges de manœuvre quand on rentre dans le détail des impacts sur les métiers au quotidien. Et puis, ça va rassurer les équipes de voir qu'elles ont prise sur le changement, puisque c'est à elles qu'on demande de réfléchir, de faire des propositions sur la façon dont leur métier peut évoluer. Alors, si je résume, depuis le début de notre échange, et on interagira sous forme de questions-réponses d'ici quelques minutes, on voit que la conduite du changement, il existe des méthodes, des approches très importantes, mais il faut en tenir compte de façon modérée, les fameuses approches sociodynamiques, courbe du changement, stratégie des alliés. On voit qu'il y a aussi deux clés qu'on utilise, le participatif avec un beau dosage, et puis aussi travailler sur le métier. Comme dit Boileau, 100 fois l'ouvrage, tu le remettras sur le métier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en tant que manager à nouveau, c'est très bien, ça c'est des outils, des ingrédients, des clés, mais quel est le chemin, quelle est la méthode concrètement que je dois prendre? Parce que vous avez parlé d'un chemin depuis le début. Alors, avec David, on a, à partir de ces éléments, défini un chemin qui comprend 5 étapes incontournables. Et nous allons maintenant vous emmener sur ce chemin et faire chacune de ces étapes avec vous, si vous le voulez bien. En tout cas, la vue est belle, hein, Antoine et David, là. Avec des montagnes derrière. Ouais. Donc, effectivement, l'idée, c'est de dire au manager, l'aider à prendre le changement par le bon bout. Alors, la première étape, c'est le cadrage. J'ai envie de vous raconter là aussi une histoire pour vous illustrer ce que c'est qu'un cadrage. Il y a quelques années, on a été contacté avec Antoine par une personne, on va l'appeler Nathalie, on va lui donner ce prénom-là. Nathalie est DSI France d'un groupe européen. Et elle nous appelle en lui disant, je suis en risque. Et en plus, c'est urgent, j'ai besoin d'être très vite. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je rentre d'Allemagne et le patron DSI du groupe vient de nous imposer une réorganisation à tous les pays d'Europe. Tout est ficelé. Donc, elle nous montre, j'ai un paquet de 50 slides en anglais qui dit exactement ce qu'il faut faire et c'est pour dans 2 mois. Voilà. Et ça va bloquer auprès de mes équipes en France, j'en suis sûr. Et j'ai pas de marge de manœuvre et je suis en risque parce que j'ai des projets stratégiques à mener et je ne peux pas me permettre d'avoir des tensions dans mes équipes, d'avoir des gens qui lèvent leurs pieds ou qui donnent leur démission. Et puis, cerise sur le gâteau, confidence, elle nous dit, moi-même, Nathalie, je ne crois pas dans ce projet. Comment je peux faire? Eh bien, on a commencé par on a fait un cadrage. Et on a fait un cadrage, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que, premièrement, le projet soit approprié par elle-même et par son équipe de managers. On a fait en sorte que, deuxièmement, on puisse repérer tous les endroits où il est possible de faire participer ces équipes et de les faire participer de façon utile. Et Antoine et moi, on savait qu'on allait trouver des endroits où le faire, puisqu'on sait où chercher. Et puis, troisième chose, on a fait en sorte que les managers aient en plus le mode d'emploi clé en main pour pouvoir faire participer leurs équipes. Et ça nous a demandé, pour faire tout ça, 2 réunions de travail qu'on a outillées et animées,
réunion donc avec Nathalie et son équipe de managers. Et à l'issue de ces 2 séances, on avait un support de présentation de 5 pages en français et qu'ils avaient produit ensemble. Et donc, qu'ils se sentaient de défendre. Et c'est un document qui précisait pourquoi on faisait cette organisation, son contenu, et puis sur quoi et comment les équipes allaient participer. Donc là, on voit qu'on répond à des questions qui ont été posées en direct, la raison du changement et la méthodologie, la façon dont on va le faire ensemble. Peut-être avant de passer à une deuxième étape, pour répondre à quelques questions qui sont posées, vous nous demandez pourquoi le W, rassurez-vous. À un moment, je pense qu'on vous expliquera pourquoi le W. Deuxième étape, peut-être, une fois qu'on a posé le sujet, qu'on a cadré, pardon, David. Antoine, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe ensuite, très concrètement? Alors, après le cadrage, les propositions. Je me souviens d'une mission, alors je vais vous parler d'une autre mission qu'on a menée avec David. Alors, on est face à un directeur d'un centre industriel qui doit faire évoluer les rythmes de travail de ses équipes de maintenance pour répondre aux demandes de ses clients. 150 personnes qui doivent passer d'un travail en journée à un travail jour, nuit, week-end dans un contexte social très tendu. On anime 3 réunions avec le manager et ses équipes, environ 2 heures chaque. Première réunion, le manager présente les 5 pages du cadrage, faites comme l'a expliqué David. Ensuite, on fait réagir les chefs d'équipe en leur posant une question. Quel est le niveau de risque social du projet? Ils donnent une note, ils l'expliquent, et comme ça, ils expriment leurs questions, leurs inquiétudes, leurs freins, et puis aussi celles de leurs équipes. Et puis, on pose une question ciblée. C'est quoi les horaires de début et de fin de service la nuit qui seront les plus efficaces et les plus acceptables par les équipes? Les 2 réunions suivantes, le cadrage est affiché dans la salle, on y revient si besoin, et puis on utilise des méthodes de scénario, de résolution de problèmes, d'intelligence collective, avec toujours l'obsession de produire des propositions concrètes et réalisables, pour que le manager puisse décider. Résultat des travaux, les chefs d'équipe proposent 2 types d'horaires différents, mais ils proposent aussi un roulement spécifique pour la maîtrise et d'autres propositions complémentaires. Et du coup, les chefs d'équipe se sont engagés, ont produit des propositions parce qu'ils ont compris que la direction qui était prise, pourquoi on leur demandait de faire des propositions, et ils savaient que le manager allait attendre des propositions et qu'ils allaient devoir lui présenter. Et après ces propositions, on passe à la 3e étape. Alors justement, cette 3e étape, je pense que David, ou Antoine plutôt même, tu vas pouvoir nous éclairer. À un moment, je crois que David, tu te présentes comme le champion du monde de ceinture noire du feedback, mais là, c'est Antoine qui va nous dire ce que c'est que le feedback, je pense. Oui, parce que je suis chevaleresque, donc je lui laisse la primeur d'annoncer à nos participants ce qu'est le feedback. Alors, nourriture en retour, on t'écoute Antoine, 3e étape. Continuons sur notre exemple du centre industriel en quelques mots. 15 jours plus tard, le manager analyse les propositions, retient un des scénarios horaires préposés et apporte quelques ajustements. Il retient également le roulement de la maîtrise, puis il annonce la mise en œuvre de la nouvelle orga 2 mois plus tard. Ce qui est crucial pour le manager, c'est que ces réponses soient argumentées. Pourquoi? 1, il a exprimé une demande vis-à-vis du terrain, il leur doit des réponses. 2, il répond à des sujets métiers, on vous l'a dit, et le terrain connaît par cœur, donc ça doit être de qualité, ces argumentations. Et puis 3, c'est par la qualité de ces réponses qu'il va rassurer le terrain. Et il va faciliter ainsi le passage à l'action. Je comprends aussi, Antoine, mais concrètement, comment on aide le manager? Excuse-moi de t'interrompre, mais on l'aide comment à ce stade-là, justement, le manager? Eh bien, on va aider le manager en lui posant sans cesse la question « pourquoi ?» Pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi autrement, pourquoi… et on challenge toutes ces réponses pour être sûr qu'elles vont être robustes face aux équipes. D'accord. Peut-être, David, le moment est peut-être venu de dire, après cette notion de cadrage, cette étape de proposition, puis de rétroaction et de feedback, j'ai envie de dire c'est terminé là, non? Ou il reste encore plusieurs étapes? Qu'est-ce qui se passe après? Après, il faut mettre en œuvre. Et donc, c'est la 4e étape qu'on appelle le test. Une question triviale que se pose tout manager avant de mettre en œuvre un changement, c'est est-ce qu'on a tout prévu? Est-ce qu'on a tout prévu? Et c'est ça qui fait qu'il va dormir ou pas la nuit la veille du basculement. C'est aussi ça qui fait que ces équipes vont dormir ou pas la nuit. Voilà. Et c'est quoi la réponse à cette question? La réponse c'est 1, non, on n'a pas tout prévu. 2, c'est normal. 3, mais nous avons mis en place un dispositif
qui va permettre d'observer comment ça se passe dans la vraie vie et d'apporter toutes les corrections nécessaires. Et si vous faites ça, vous rassurez les équipes parce que d'abord, vous sécurisez le projet, vous vous empêchez tout retour en arrière, et puis vous rassurez les équipes parce que les équipes, leur expérience de professionnels, c'est qu'elles savent très bien qu'on ne peut pas tout prévoir. Bien sûr. Et je me permets, David, à ce stade, dans les commentaires, Loïc nous dit, mais on challenge les réponses avant qu'il retourne ce manager parler aux équipes. Quelque part, on est dans cette phase intermédiaire, si je t'écoute bien aussi. Oui, absolument. Oui, oui. Les étapes, on est dans du fondu enchaîné dans la vraie vie, bien évidemment. Okay. Mais je voudrais, si on a 2 minutes, revenir sur l'exemple d'Antoine. C'est intéressant. Pendant qu'on mettait en place cette organisation de travail de nuit et de week-end, en parallèle, nous, on a préparé la phase de test et on a préparé une méthode qui permettait aux agents sur le terrain, justement, de traiter tous les imprévus qui ne manqueraient pas de se poser. Par exemple, je me souviens bien, on avait instauré tous les dimanches soirs à 19h, 15 minutes de débriefing de ce qui s'était passé pendant le week-end. Et un soir, j'étais là, c'est pour ça que je me rappelle, c'était un dimanche à 19h. Un agent nous dit on a eu un problème avec le Fenwick électrique ce matin. On n'a pas pu s'en servir, il est tombé en panne. Et la société d'entretien du Fenwick, de maintenance du Fenwick, n'a pas pu venir le réparer parce que ça n'était pas prévu dans son contrat qu'elle vienne réparer le week-end. Personne n'avait prévu de changer le contrat. Mais grâce au système qu'on avait mis en place, je peux vous dire que le lundi matin à 10h, le contrat a été modifié, c'était réparé, ça s'est vu sur le terrain, ça s'est su, ça a été hyper apprécié et ça redonnait encore de la confiance aux équipes dans le fait que leur manager conduisait bien le changement parce qu'elles voyaient qu'ils s'intéressaient à leur sujet de terrain. Donc, on voit le côté boucle d'amélioration en même temps. Okay. Absolument. 4e étape, tu parles du test. Donc, si je comprends bien, il nous reste quand même en conduite du changement une dernière étape. Je ne sais pas comment tu la qualifies, mais à un moment, il faut communiquer, il faut agir aussi. Ouais. En fait, je la qualifie comme c'est écrit sur le slide, l'annonce des résultats, mais je la vis comme c'est vu sur le slide. C'est ça qui est important. Et c'est moi qui présente traditionnellement cette phase quand on présente le W. Parce qu'Antoine sait bien que moi j'adore présenter cette phase parce que c'est la plus chouette. C'est vraiment la phase la plus sympa du W. Parce que ça y est, on y est arrivé. Alors tout n'a pas été simple. Je peux vous dire que le changement n'est pas un long W tranquille. Mais on y est arrivé. Et c'est très important, c'est même capital de montrer aux équipes le fruit de leurs efforts. Et les managers le font rarement. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que, ils sont passés à autre chose. Ils n'ont pas qu'un projet de changement dans leur quotidien. Et puis, deuxièmement, ils ne sont pas sûrs de ce qu'on peut dire parce que c'est tellement compliqué la vie d'une entreprise. Qu'est-ce qui est lié au W ? Qu'est-ce qui n'est pas lié au W dans un changement qui a réussi ? Et donc, ils préfèrent, ils restent sur leur réserve. Il faut le faire. Alors, comment on fait ? Là aussi, exemple récent, un client nous a demandé de les accompagner sur cette phase il y a quelques semaines. On a fait un séminaire d'une journée où on a réuni ensemble des managers qui avaient eu à accompagner un changement et puis des équipes qui avaient eu à le vivre, à qui on avait demandé il faut que vous changiez. On a travaillé pendant une journée on les a fait réfléchir sur la façon dont ils avaient vécu le changement, les différentes étapes du W, ce qui avait marché, moins bien marché. Bien sûr, c'était une journée très structurée, mais je ne vais pas avoir le temps ici de rentrer dans le détail des séquences. Et à la fin de la journée, je peux vous dire qu'on avait un bilan partagé des résultats du changement qui pouvait être largement diffusé dans l'entreprise. Ouais. Et puis des équipes, là aussi, un engagement et une confiance renforcée entre tous les participants pour avoir pu en parler ensemble. Et puis un dernier point, alors ça c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour nous, et là pour le coup notre visage n'est pas celui du bonhomme que vous voyez sur l'écran, c'est que on avait aussi des équipes qui étaient désormais en capacité de faire le prochain W, par elles-mêmes. Donc un vrai transfert de technologie en quelque sorte. D'accord. Et bon, David, Antoine, je crois qu'on arrive au terme de la méthode, mais je pense que la question a été posée par beaucoup. C'est quand je vous entends, moi ça nous plaît, hein, c'est concret, on parle méthode, on est en équilibre entre les méthodes classiques et on les respecte, on les utilise sur la dimension humaine. On est sur des aspects méthodologiques. Mais le W, moi j'ai toujours cette question pour les participants. Ça veut dire quoi? À part le fait que ça vaut 10 points au Scrabble. Alors, voilà, vous avez là le chemin avec les 5 étapes. En haut, vous avez les managers.
le dirigeant, celui qui est le décideur, celui qui lance son changement. Et puis en bas, vous avez le terrain. Et puis vous faites des allers-retours entre les décideurs et le terrain. Alors, ça, effectivement, c'est assez schématique, hein, comme toute méthode. Dans la vraie vie, on a peut-être besoin de plus d'allers-retours, et parfois on en rajoute. Mais l'énorme force du W, c'est que quand on présente ça à un manager, il comprend tout de suite. Il se dit « Ah, mais souvent, je fais un cadrage, mais pas exactement comme ça, ou je fais des propositions, et oui, mais on n'a jamais fait les feedbacks. » Et on voit en fait que c'est dans l'application systématique et très précise et dans l'excellence du W que la conduite du changement s'ancre et devient parfaitement efficace. Et on a souvent des managers qui nous appellent pour nous dire j'ai fait voilà, j'ai fait la méthode du W sans vous, voilà comment ça s'est passé. Et voilà comment et voilà. Et donc c'est une méthode d'apprentissage aussi. Et il y a un participant qui disait, hein, mais quand dans l'annonce des résultats, c'est un bilan collectif et c'est aussi un bilan sur l'apprentissage collectif et sur l'apprentissage collectif de comment on sait conduire le changement. Bien sûr. Peut-être, Antoine, pour compléter, je pense que tu veux illustrer aussi la façon dont ça fonctionne par une image assez forte, si je ne me trompe. Sauf que David, tu voulais intervenir tout de suite, excuse-moi. Non, juste une petite précision. Ce qu'il y a d'aussi très puissant dans ce W, c'est que vous voyez, le manager, là, on lui parle de lui. On lui parle pas de sociologie, on lui parle pas de psychologie, on lui parle pas de matrice, on lui parle de lui et de sa vie au quotidien. Je vois des commentaires de nos participants qui montrent le côté aussi boucle. Hein. Pascal, à juste titre, nous dit qu'il y a quand même une 6e étape, c'est le retour d'expérience collectif. Hein. Et là, effectivement, Pascal, c'est plus un W, effectivement. Mais bon, c'est une nouvelle lettre à inventer. Voilà. Alors, peut-être pour terminer, Antoine, si tu peux nous donner un petit peu la façon dont on peut vous illustrer l'accompagnement que vous faites tous les deux ou que nous faisons nos collègues de l'Oasis Mobilisation sur ces sujets. Alors, notre vocation, hein, vous l'avez bien compris, avec celle et avec nos équipiers, coéquipiers de chez Oasis Mobilisation, c'est d'aider les managers à embarquer leurs équipes dans le changement. Et on le fait en suivant avec eux la méthode du W. Alors, un manager nous a dit un jour qu'on avait été copilote du changement. Alors, on a beaucoup aimé ce terme et on aime bien le reprendre. Attention, on est copilote de rallye, comme le montre à la photo. Il faut aller à fond, avec le précipice d'un côté, la route boueuse, les ornières, les pierres qui font éclater les pneus. Sans compter les têtes à queue stratégiques des dirigeants, hein, en même temps. Absolument. Et nous, on est à côté du pilote, et le pilote, c'est le manager. Et c'est bien le manager qui conduit, on ne fait jamais à sa place. Et on fait le chemin avec lui pour lui faire éviter les pièges et trouver à chaque fois les solutions adaptées pour faire avancer le changement avec lui. David, justement, mais plus on s'améliore grâce à cette méthode dans la conduite managériale du changement, ça a quoi comme conséquence? Qu'est-ce qu'on devient un bon manager, tu penses, avec cette méthode dans le changement? On devient un encore meilleur manager parce que notre constat, c'est que, en fait, plus on est bon manager, donc ceux qui nous écoutent, plus vous êtes bon manager, ou plus dans vos équipes vous avez des bons managers, plus vous avez besoin d'un copilote en réalité, parce que c'est quand même c'est au bon manager et qu'on confie les projets difficiles. Alors peut-être le temps, merci en tout cas Antoine et David, il nous reste jusqu'à 9h15, ça nous fait 7-8 bonnes minutes pour échanger. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est regarder les réactions, les questions et les commentaires de nos participants tous les trois, et puis peut-être cheminer sur des questions qui ont déjà été posées, à laquelle j'aimerais que vous apportiez un éclairage tous les deux, notamment une question qui a été abordée sur le sujet de la méthode et la relation avec quelle articulation entre la méthode et la représentation officielle des salariés en CSE, donc le lien entre la méthode et finalement les IRP. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous partager? Est-ce que le W a déjà été vécu de façon partagée, mixte, paritaire entre manager, équipe et IRP, par exemple? Est-ce qu'elle s'applique à ça aussi? C'est d'abord, on le prend toujours en compte quand on dessine le W avec le manager en amont. Et deux, c'est très dépendant de la culture de relations sociales dans chaque entreprise. Dans certaines entreprises, on peut annoncer le W tout de suite. Dans d'autres, on le fait avant le feedback et dans d'autres, après le feedback. Mais c'est très contingent. D'accord.
Alors, peut-être qu'on peut aussi donner des cas de figure, hein, notamment la mise en place parfois de pactes d'engagement collectif, engagement contrepartie avec cette boucle du W pour répondre à la question de Rodolphe. Une autre question importante, David, tout ça, c'est important, la méthode. On a vu les 3 clés, hein, je ne reviens pas dessus. On a vu… Surtout qu'il y en a 2. On a vu les 2 clés, pardon, excuse-moi, et le chemin en 5 étapes. Peut-être un point, c'est la mesure du résultat. Parce que pour prendre les bonnes mesures, est-ce qu'on a aussi des KPI sur lesquels on peut s'appuyer le plus en amont possible du changement? Je crois que tu l'avais dit dans le cadrage, il me semble d'ailleurs. Oui, en fait, je l'ai dit dans le cadrage, oui, peut-être. Je pense, non, mais c'est vrai que c'est une question difficile. Il y a il faut faire 2 choses. Ce qu'on fait dans la phase d'évaluation, d'annonce des résultats, c'est-à-dire que c'est une question de refaire l'histoire ensemble et de comparer où on en était il y a 6 mois, 1 an et demi et où on en est aujourd'hui. Et là, on est dans le qualitatif. On peut aussi mettre en place des baromètres, des choses, des enquêtes quantitatives sur la base d'objectifs qu'on a définis en amont. Oui. Par exemple, on veut diminuer de 20% le délai de réponse au client. Voilà. Ça se mesure. On est d'accord. En tout cas, pour répondre à Claire, on voit qu'on a effectivement dès le début l'importance de dire à quoi verrons-nous que le changement a réussi au niveau de l'équipe. Donc, c'est ça le KPI numéro 1. C'est toute la nuance avec des KPI qui sont parfois peut-être trop stratégiques, parfois, entre guillemets, excusez-moi le terme, stratosphériques, sur lequel le manager n'a pas la main. Donc, c'est aussi définir des KPI à la main de l'équipe managériale. Si on continue dans les questions que vous allez regarder avec moi, des remarques, Lydie nous dit que c'est une méthode qui est proche du sprint en Scrum. Alors, pour ceux qui ne parlent pas le langage agile, hein, sprint, Scrum, donc c'est des méthodes agiles pour travailler vite à fort impact. Hein, donc, je crois que ça y ressemble d'une certaine façon. D'autres questions, la notion de courage managérial pour tenir le chemin du W, nous dit Hervé. Qu'est-ce que ça vous inspire, David, Antoine, le courage managérial? Là, peut-être qu'on a une partie de la réponse dans l'exemple qu'on a donné sur le cadrage. Cette DSI qui ne croit pas au projet, elle peut nous le dire à nous, elle ne peut pas le dire à sa hiérarchie. Elle est dans une entreprise qui a une chance sur 2 d'avoir comme valeur managériale le courage managérial, comme beaucoup d'entreprises. On ne peut pas forcer on peut pas dire à quelqu'un je veux que tu aies du courage. Par contre, si vous le faites reformuler avec son équipe rapprochée les enjeux du changement et ce qu'on va attendre des équipes, si elle le reformule avec ses mots, si elle anticipe les étapes, c'est ce qu'on a vu avec ce que dit Antoine, hein, on peut se le formaliser, on sait qu'il va y avoir des propositions, mais il va y avoir des feedbacks, qu'on a le droit de dire non dans le feedback, mais il va falloir qu'on l'explique, puis on va être challengé par un pair ou par un consultant, mais ça peut être aussi un pair qui va vous dire pourquoi. Ça donne du courage, parce que ça vous sécurise en fait dans le fait d'accompagner le changement. Alors, peut-être une autre question très pratico-pratique. On est d'accord que tous les participants ici réunis recevront un résumé de ce webinaire. Et pour Frédéric, on y mettra aussi une bibliographie, puisque Frédéric nous demande quel est le livre de référence sur votre diapo numéro 9, David et Antoine. Alors, la diapo 9, je pense qu'on parle des 3 approches à un moment, à savoir la courbe du deuil, qui est souvent inspirée d'ailleurs des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross. Donc, on vous enverra des biblios. L'approche de l'analyse stratégique, je pense qu'on peut parler aussi de la stratégie du projet latéral. Donc, on vous enverra des références. Mais vous pouvez peut-être nous dire sur quelle référence est basée cette diapositive, notamment? Alors, sur la page 9, ça, c'est toute l'école de la sociologie des organisations. Donc, c'est Crozier. Moi, c'était mon livre de chevet quand j'étais jeune étudiant, hein, L'acteur et le système, qui est, je crois, le livre culte. Comme disait Antoine, moi, c'est un livre que j'ai adoré. Et puis, quand j'ai commencé à faire le métier que je fais, je me suis rendu compte que tout le problème du manager de terrain, c'est qu'il vivait dans le système décrit par ce livre, mais il n'y avait aucune prise, aucune, pour le changer. Donc, son problème, c'est pas comment je le change pour embarquer mes équipes, c'est compte tenu du fait que je ne peux pas le changer à mon niveau, comment je fais? Ok. En tout cas, on vous enverra les références. Il nous reste encore 2-3 minutes pour ceux qui veulent rester avec nous. Le rôle du copilote peut-il être amené par le RH? En quelques secondes, hein. En quelques secondes, oui. Oui, c'est le business partner. Oui, le business partner, oui. Après, il faut effectivement qu'il ait, il y a une question de confiance et d'extériorité suffisante par rapport au manager pour l'embarquer dans son changement. D'accord. D'où l'intérêt de former. Vous faites des formations, nous faisons des formations pour accompagner la méthode du W auprès d'un manager sur le terrain. C'est ce que vous faites. Oui, et dans lequel il y a beaucoup de RH, absolument. Exactement.
Peut-être une autre question rapidement. Quel com pendant tout le process du W? Hervé nous demande, est-ce que… Oui, on communique. Enfin, je vais répondre. Ma réponse va peut-être être plate. Oui, il faut. On fait de la communication sur la méthode, ce qui est quand, mais c'est complètement intégré. Quand vous faites un groupe de propositions, ce qui est très important, c'est que les gens sachent pourquoi on leur pose des questions. Donc, si le cadrage a été bien fait, c'est fait. Et qu'est-ce qu'on va faire de leurs propositions? Et si vous faites un bon feedback, ça marche. Et la communication, elle doit consister à donner aux gens les clés justement de ces étapes. Vous allez dans un groupe de travail, vous aurez un feedback. Donc peut-être on voit que la communication est en arrière-plan, elle est transversale de toute façon à la méthode, comme le lever de la formation, ce que vous disiez au début tous les deux. D'accord. Dès lors que vous faites des allers-retours entre dirigeants et terrain, ça passe par de la com. Ouais. Puis on peut aussi parler de la communication au sens marketing du changement, où on a aussi des leviers de communication un peu plus sur la forme malgré tout. Une autre question, j'y vais rapidement, je suis désolé. Des réactions positives sur le fait de parler du métier, des pratiques, d'avoir un ancrage, c'est important, c'est partagé par quelques-uns. Comment s'assure-t-on justement de l'ancrage au niveau global avec le W? Quelque part, c'est ce que vous nous expliquez sur l'ensemble, mais si vous avez quelques secondes là-dessus. Alors, je vous renvoie à notre livre qui présente tout ça en détail. On a toute une partie dans notre livre qui développe ça. C'est un chapitre du livre, hein, comment on pérennise, et on le fait notamment avec il y a toute une série d'outils, d'ateliers où en fait on met le cœur à l'ouvrage, on se revoit, on refait des mini-points, on se fait du partage d'expérience sur tiens, il y a un nouveau changement qui arrive, comment, compte tenu de l'expérience du W précédent, comment on peut le faire sur le suivant. Et c'est comme ça qu'on ancre à la fois la méthode et le changement dans l'entreprise. Très bien. Écoutez, un grand merci à tous nos participants pour avoir interagi, réagi, posé ces questions très pertinentes. Merci à tous les deux, Antoine et David. Merci à vous. Peut-être un mot de conclusion. Allez, le feedback ultime, en un mot, qu'est-ce qu'on doit retenir? En une phrase? Là, tu me poses une question piège. J'aime bien vous prendre un petit peu à froid, comme ça, ou à chaud plutôt. C'était pas dans notre cadrage. Pas grave. Moi, j'ai envie de dire que le changement, la conduite du changement, c'est passionnant quand c'est bien drivé et voilà. Et le W le permet. Merci Antoine. Allez, je vais répondre. Il y a une question, il y a une remarque tout à l'heure. C'est quoi le but ultime de la conduite du changement? C'est très simple. Si vous ne faites pas de conduite du changement, on y arrive. Hein. Sauf que il y a de la perte en ligne, ça coûte beaucoup plus cher, il y a des souffrances humaines. Et plus vous faites de l'accompagnement du changement et plus vous faites du W, plus vous avez des gens qui sont bien dans le changement qu'on leur demande. Bon, merci à tous les deux. Merci à tout le monde. On vous adressera tous les éléments par mail, bien évidemment. Bonne journée, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et merci aussi en forme de clin d'œil à notre ami Bertrand Stamé sur la technique en arrière-plan. Voilà. Merci les garçons. À bientôt. Merci à tous. Allez, au revoir. À bientôt.